la RDC a conclu des accords avec le Rwanda qui ont été suspendus juste là en 2022. Oui, mais c'est pas. En fait, la question n'est pas à ce vraiment. niveau, moi, je pense qu'on ne peut pas se limiter sur ça. Oui, en fait, la question, c'est à partir du moment où vous avez des intérêts stratégiques, stratégiques ou des intérêts importants avec un État qui est parti à un conflit, la question qui se pose, c'est est-ce que vous serez suffisamment neutre pour mener une médiation? C'est ça la question qui se pose. Oui. Donc, vous le savez qu'au sein de l'opinion des Congolais de la RDC, les Congolais de la RDC sont très, très méfiants et suspicieux vis-à-vis du Congo, Brazzaville, dans son rôle avec le Rwanda. Donc ça, c'est objectif, ça. Donc est-ce que cet état d'opinion peut permettre au président Denis Sassou Nguesso d'être un médiateur impartial? Moi, je pense que non. Bonsoir à tous. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont conquis la ville de Bukavu ce dimanche. Les condamnations de la communauté internationale semblent apparaître désormais comme un coup d'épée dans l'eau. Que vaut encore la diplomatie dans la gestion de ce conflit? Quel peut être le rôle du voisin brazzavillois dont le président est considéré comme proche des deux belligérants? Et pour en parler, je reçois Maître Brice Zamba, avocat barreau de Paris. Bonsoir Maître. Bonsoir Carlyle. Et Dr Ben Luther Trouéré, enseignant à l'université Paris-Nord-Sorbonne. Bonsoir. Bonsoir Carlyle. Monsieur, quelle analyse faites-vous de la prise de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu? C'est la deuxième ville après Goma qui tombe là aux mains des rebelles en moins de quasiment 2 semaines. C'est très simple, hein, c'est très simple. C'est que face à cette situation, on voit juste que c'est la continuité en fait de ce qui s'est passé à Goma. Et ce qui est très particulier dans cette histoire, c'est que les rebelles, à chaque fois, hein, surtout Nanga, avertit toujours, voilà, on a pris Goma, maintenant c'est Bukavu, et après c'est Kinshasa. Donc on a l'impression qu'ils ont un boulevard, c'est-à-dire rien ne les arrête. Voilà. Et aujourd'hui, on constate tout simplement que l'armée congolaise ne veut plus se battre ou est totalement amorphe. Ne veut plus se battre, c'est votre analyse? J'ai l'impression. Ou elle n'a pas les moyens? Je ne sais pas si c'est vraiment une histoire de moyens, ça aussi on peut en débattre, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas quand même concevoir que des rebelles puissent aussi rentrer dans une ville, une grande ville sans résistance, hein. Bukavu, une ville stratégique comme Bukavu, sans résistance. Sans résistance. Bon, je ne sais pas s'ils se battent avec des bouts de bois, mais à mon sens, il y a un boulevard. Il y a un boulevard, je pense qu'il y a une démission totale de l'armée congolaise sur ce point. Maître Brizamba, c'est l'impuissance du gouvernement de Kinshasa face à cette prise de Bukavu là aujourd'hui? Oui, mais en fait, ce que ça montre surtout, c'est qu'il n'y a pas véritablement une vision stratégique du gouvernement de Kinshasa. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement qui est au fait de la guerre de l'Est depuis plusieurs années et qui sait donc quelles sont les intentions du Rwanda, c'est-à-dire de pouvoir occuper l'Est et peut-être pas seulement l'Est. Et donc dans ces conditions, le gouvernement aurait dû prendre toutes les mesures, c'est-à-dire avoir des alliances stratégiques avec soit une puissance sous-régionale en Afrique, ou soit une alliance géostratégique sur le plan, je dirais, un peu plus international, pour pouvoir moderniser son équipement, tout ce qui est équipement militaire, assurer la formation militaire et surtout relever le paiement des soldats. Vous voyez, vous vous rendez compte que les soldats de Congolais qui vont au front sont payés, mais à des modiques sommes. Vous voyez, donc en fait, il y a un problème, il y a une désorganisation totale de l'armée congolaise liée à manque de visibilité du gouvernement qui fait que la RDC ne peut pas malheureusement faire face aux assauts du M23 soutenus par le Rwanda. Donc je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait un nouveau souffle au niveau du gouvernement. Moi je pense que la RDC, il faut un nouveau souffle, il faut un nouveau gouvernement pour pouvoir prendre la mesure de ce qui se passe à l'Est. Parce que moi je suis étonné, j'avais suivi l'interview du président Tshisekedi qui arrivait même à
a accusé l'ancien chef d'État Kabila de dire que c'est lui qui était à l'œuvre derrière le M23. C'est quand même extraordinaire. C'est relativement la proximité qu'il a avec M. Nanga, qui est le patron de l'AFC. C'est extraordinaire. Vous avez un pays qui est déstabilisé à l'Est. Vous avez besoin en ce moment-là de l'unité nationale. Vous devez, en principe, pour un chef d'État qui est un homme d'État, il faut commencer d'abord par recevoir les hommes politiques de l'opposition de votre pays, et ensuite les hommes politiques de la majorité, la société civile, constituer en fait un gouvernement d'union nationale pour avoir un nouveau souffle et apporter la réponse qu'il faut, puisque vous avez l'unité nationale autour du chef d'État pour défendre l'Est. Mais là, vous avez en fait un chef d'État qui de lui-même en fait provoque les fissures au sein du bloc national. Donc moi, je crains que finalement, le Rwanda et le M23 continuent à avancer et qu'eux, ils sont en train, en fait, puisque vous savez, quand une force s'élance, quand il n'y a pas une force égale ou supérieure à lui opposer, bah, cette force continue à se déployer. Monsieur, on va revenir s'il vous plaît sur le M23, hein, selon des propos rapportés par nos confrères sur place. À ce qui paraît, le commandant en chef des rebelles du M23, très actif dans la ville, essayait de parler aux gens, il leur assurait qu'il était désormais responsable de ce qui se passait et que l'armée RDC avait pris, l'armée congolaise avait pris la fuite. Il y avait quasiment une opération de séduction de la part du M23 dans la ville de Bukavu. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment j'ose la question, le M23 a gagné les cœurs aujourd'hui des populations de Bukavu, de Goma et compagnie? Après, il faut le dire, hein, je crois que le M23 est tout à fait dans son rôle. Je ne pense pas que le M23 puisse occuper une ville et en même temps s'opposer aux intérêts de la population, enfin aux intérêts des populations. Je pense que le M23 est tout à fait dans son rôle, mais là où il y a peut-être une différence, c'est que sur ce point, je ne pense pas que le M23 ait pu gagner le cœur des populations. Parce que j'ai été quand même assez surpris quand je lisais un peu... Je vois parfois sur les réseaux sociaux qu'il y a un certain nombre de populations qui les acclament, etc. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une pression qui est exercée sur cette population? Est-ce que cette population n'est pas contrainte en fait de force en fait à adhérer aux idéaux du M23 pour éviter peut-être de se faire massacrer? Il y a aussi ça qu'il faut souligner. Parce que c'était selon certains aussi qui considèrent que c'est une population congolaise, même si elle a des origines un peu rwandophones. Et donc, donc c'est pour ça que j'aimerais que sur ce plateau on puisse clarifier. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui le M23 gagne le cœur des populations à Goma, à Bukavu? Alors ce qu'il faut dire d'abord, c'est que les peuples ou les populations de façon générale vont toujours du côté du plus fort en général. C'est-à-dire que quand il y a un conflit, quand vous gagnez, en général, vous avez les gens, même ceux qui au départ étaient contre vous, parce qu'il faut retenir que les populations en général ça varie. En fait, l'humeur des populations varie. C'est-à-dire que selon que vous êtes fort ou que vous êtes faible, la population peut vous manifester un soutien à votre égard. Ça ne veut pas dire que c'est un soutien d'adhésion, en fait. En fait, c'est plus un soutien pour montrer que, pour vous apaiser et pour, comme l'a dit Ben Luther, pour éviter qu'il y ait des mesures de rétorsion contre eux éventuellement. Mais ça ne veut pas dire que demain, si par extraordinaire, les FARDC reprennent le contrôle de Bukavu, vous allez voir les mêmes populations vont encore sortir pour soutenir les FARDC. Parce que les populations, en face, de façon générale, comme disait déjà Machiavel à son époque, hein, on ne peut pas toujours se fier à l'assentiment ou à l'adhésion des populations. C'est selon qu'on est fort à l'instant ou qu'on est faible. Donc je pense que cela étant dit, bon, c'est vrai qu'il faut aussi dire, il y a aussi la composition sociologique de ces populations, parce que ces populations sont éloignées de Kinshasa, ont parfois été abandonnées par le gouvernement central. Il y a parfois ce sentiment-là aussi de l'abandon. Et donc parfois, ces populations peuvent espérer, de façon pas toujours fondée, que si leur ville ou leur région entre sous la gouvernance de la rébellion, peut-être qu'il y aura des lendemains meilleurs. Mais bon, je pense que c'est très minoritaire. Hein. Je pense que c'est très minoritaire parce qu'en RDC, les gens sont très, très patriotes quand même. Donc je pense que cette adhésion est plus une adhésion ponctuelle, sporadique qu'un soutien d'adhésion. En tout cas, le gouvernement congolais a confirmé l'occupation de Bukavu par le M23.
il assure tout mettre en œuvre pour rétablir l'ordre, la sécurité et l'intégrité territoriale en appelant les populations à rester chez elles et à éviter tout risque face aux forces d'occupation. Nous sommes clairement là, messieurs, comme le disait Maître Bizamba, dans une forme d'impuissance. Le gouvernement ne peut que appeler au calme à la population, mais sans pour autant réagir face à cette occupation de son territoire, hein, ce qui est assez baroque quand même. Oui, mais à la vérité, nous sommes devant, comme je l'ai dit au risque de me répéter, le régime de Kinshasa n'a véritablement pas de stratégie à opposer au M23 et aux troupes rwandaises. Donc, pour l'instant, ce qui va se passer, c'est que le Rwanda et le M23 vont continuer à progresser, puisqu'on avait espéré qu'avec l'aide de 10 000 soldats burundais, qu'ils pouvaient peut-être avoir une certaine résistance. Mais bon, les troupes burundaises se sont repliées un peu du côté de la frontière pour sécuriser la frontière avec le Burundi. Donc, ce qui fait que les FARDC ne sont pas en état, aussi bien au niveau de la logistique qu'au niveau du moral, pour s'opposer à ces troupes-là. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est que le régime de la RDC va continuer à reculer, jusqu'à ce que, comme je l'ai dit, s'il n'y a pas un nouveau souffle à Kinshasa, ça va être pareil jusqu'au bout. Jusqu'à la chute de Kinshasa. Bon, je préfère ne pas le dire, mais les événements tendent vers ça. S'il n'y a pas un nouveau souffle, c'est-à-dire que c'est aux hommes politiques de la RDC de prendre leurs responsabilités. Oui, puisque très rapidement, on se dirige vers le même scénario que et un boulevard qui est quasiment du renversement de Mobutu. Hein, il faut dire les choses. C'est un scénario très envisageable aujourd'hui. Je pense bien. Je pense bien parce que, visiblement, les rebelles ne rencontrent aucune résistance. Et surtout, ce qu'il faut aussi souligner face à l'impuissance du gouvernement, c'est qu'au sein même de l'armée régulière, il y a des officiers qui, eux, sont censés mener des opérations de combat qui sont très corrompus. Ça, on le voit, et je crois qu'il y a eu même, on avait vu dans les sources, d'ailleurs, officielles, un colonel des FARDC qui avait détenu des SIM, des cartes SIM rwandaises, donc qui communiquait permanemment avec le Rwanda pour ainsi montrer à l'ennemi les positions des FARDC. Donc il y a une espèce de corruption déjà qui gangrène en fait au sein de cette armée et face à cette situation, on ne peut que constater en fait l'impuissance L'impuissance du gouvernement, mais peut-être aussi de la communauté internationale. L'Union africaine s'est contentée dimanche d'appeler au retrait immédiat du M23 et de ses partisans, mettant en garde, je cite, contre le risque de balkanisation de la RDC, sans toutefois mentionner explicitement le rôle de Kigali et de son armée. Messieurs, est-ce que l'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine pourra changer quelque chose à ce conflit, sachant que Moussa Faki, l'ancien président, avait été, je vais utiliser un mot un peu plus poli, expulsé tout simplement. Lors du dernier sommet EAC et SADC. Moi, je pense que, d'abord, parlons de l'Union africaine. Je ne sais pas si, peut-être je me trompe, si l'Union africaine a déjà pu résoudre un conflit. Permettez-moi de vous dire que le président congolais n'était pas au dernier sommet le président Tshisekedi n'était pas au dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Il s'est fait présenter par sa première ministre. Oui, exactement. Il était à Munich, ce qui est assez... ce qui est extraordinaire. En fait, il n'est pas là où il faut être. Et où il n'est pas nécessaire qu'il soit, il y va. Bon, je comprends que pour le combat, pour la RDC, à la vérité, la lutte est à la fois diplomatique et militaire. Bon, sur le plan diplomatique, le président Tshisekedi fait de son mieux sur le plan diplomatique. Mais le problème, c'est que pour avoir un résultat efficient sur le plan diplomatique, il faut aussi avoir des résultats efficients sur le terrain. Donc, quand sur le terrain, vous n'êtes pas efficient, vous avez beau être partout en diplomatie, il n'y aura pas d'effet. Puisque pour qu'on fasse des déclarations fortes de nature à mettre la pression sur votre adversaire, il faut que sur le terrain, vous aussi, vous puissiez mettre la pression sur l'adversaire. Mais si l'adversaire avance et que vous reculez, donc les gens vont juste faire des discours de principe. Et ce qui se passe dans la crise de la RDC, c'est que vous avez des chancelleries occidentales qui font des discours de principe. Voilà. Or, les discours de principe, ce sont des discours déclaratoires. Ça n'engage à rien. Ça n'engage à rien. Or, la RDC a besoin des discours qui entraînent des actions. Les actions lesquelles, notamment des sanctions. Vous voyez, à partir du moment où vous avez des sanctions qui sont prises,
par le Conseil de sécurité, par l'Union africaine contre le Rwanda, là, ça devient intéressant. Mais aussi longtemps que vous n'avez que des discours déclaratoires et de principe, c'est pas intéressant. Et donc, le sous-texte pour le Rwanda, c'est que le Rwanda peut continuer. Oui. Donc c'est ça en fait le jeu. Et pour enchérir, je crois que dans ce conflit, le président Tshisekedi a deux cartes en fait, enfin avait ou a deux cartes à jouer. C'était d'abord l'option militaire, mais visiblement l'option militaire s'avère aujourd'hui comme un véritable échec, puisque les FARDC n'ont pas assez de moyens, n'ont pas la même technologie de pointe que l'ennemi dispose. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, c'est la carte, en fait, diplomatique. Alors, je comprends, moi, totalement pourquoi il est allé au sommet de... La conférence de Munich, la conférence de Munich sur la sécurité. Je pense que ça peut se justifier. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on dit que le Rwanda, derrière le Rwanda, se cachent les Occidentaux. On est d'accord? Donc, je pense que diplomatiquement, pour faire pression sur le Rwanda, pour essayer de calmer un peu les ardeurs du Rwanda, je pense qu'il était mieux pour lui d'aller finalement à la source, là où le Rwanda puise en fait ses forces pour essayer de faire pression sur eux. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a certains fruits quand même qui essaient d'émerger, puisque l'on a vu par exemple le ministre des Affaires des pays qui étaient hostiles, qui s'étaient limités jusqu'ici au stade des déclarations, commence à évoquer de plus en plus l'idée des sanctions, notamment M. Maxime Pivot, qui est le ministre des Affaires étrangères belge, qui l'a dit ouvertement qu'il va faire pression sur l'Union européenne, l'Allemagne aussi. L'Union européenne, c'est 27, l'Union européenne qui a voté pour on sait que pour sa collaboration avec le Rwanda. Pour la prise quand même des sanctions, c'est à l'unanimité au sein ça va être... Mais il y a déjà une idée en fait des sanctions qui après, vous évoquez la Belgique, on connaît les liens qui lient la Belgique, la RDC aussi, donc ça peut se comprendre. Ouais, mais justement, mais on peut quand même se dire qu'il y a quand même... déjà même à la maison, déjà les Africains ont du mal, désolé messieurs, mais du mal à nommer les choses, c'est ce qui est assez compliqué. C'est clair, c'est pour ça qu'on était un peu surpris de ne pas voir le président Tshisekedi aller secouer un peu ses pères et dire mais les gars, on est menacés. Je pense que il faut... En fait, le jeu véritable de ce qui se passe à l'Est, c'est d'abord la sous-région. Oui, justement. Ouais. Donc il faut faire un travail d'influence efficace au sein de la sous-région, notamment les pays frontaliers. Donc on a donc le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, en fait tous ces pays de la sous-région. Il faut faire un travail d'influence là-dessus. Donc si on obtient le soutien de ces États-là de la sous-région contre le Rwanda, il y aura des répercussions efficaces sur le terrain, puisque ces puissances-là, en fait, ces États auront la capacité de projection au niveau de l'Est et donc de freiner l'avancée du Rwanda et du M23. Donc, à partir du moment où vous avez un soutien de la sous-région, vous pouvez, ce soutien-là, diplomatique, demander à ce que l'Union africaine puisse soutenir ce soutien-là. Vous voyez? Et après avoir obtenu le soutien de l'Union africaine, demander maintenant le soutien de l'Union européenne. Donc, il faut aller du plus petit au plus grand. Mais on ne peut pas, parce que les grands ensembles comme l'Union européenne, pour agir, a besoin d'avoir une emprise au niveau de la sous-région. S'il n'y a pas de prise dans la sous-région... Mais la sous-région est un peu éclatée, la SADC à sa conception, l'EAC aussi, oui, mais c'est qui est assez compliqué. Et même l'Union africaine aussi, l'Union africaine qui a été réformée grâce au président Kagame. Donc, mais c'est ça, c'est vraiment assez compliqué. Quand vous avez le président Kagame, lors du dernier sommet de l'Union africaine sur la paix et la sécurité, à la prise de parole en fait de la première ministre de la RDC, qui claque la porte, c'est quand même... ça veut tout dire. Ça veut dire tout simplement que ce monsieur ne respecte même pas l'Union africaine. Oui, mais est-ce que l'Union africaine dans la crise de la RDC est respectable? Voilà, ça dit que pourquoi on vous respecte, il faut être respectable. Mais si on va vraiment essayer de revenir un peu sur le dernier point là, que j'aimerais qu'on aborde ensemble.
avec la fin du... Bon, c'est pas la fin du processus de Luanda, mais bon, le président Lourenço prend la tête de l'Union africaine et je pense qu'il a dit que ce serait un peu compliqué pour lui de gérer la médiation et qu'il souhaiterait le confier à quelqu'un d'autre. Chez nos confrères de France 24, ils ont demandé au président Sassou s'il était intéressé pour prendre le relais de cette médiation. Il a eu une réponse assez évasive. Mais ça peut être aussi une option, selon vous. On sait qu'il est très proche du président Kagame, mais aussi du président Tshisekedi. Est-ce qu'il peut être aujourd'hui l'homme, de par son expérience, qui permettra de trouver une issue? Alors moi, je pense que le président Denis Sassou Nguesso, parce que pour prétendre à la médiation, être médiateur, il faut avoir de la distance, avoir une certaine forme de neutralité déjà, donc de la distance au niveau des intérêts. Il ne faut pas avoir des intérêts trop importants auprès de l'une ou de l'autre partie, de nature à ce qu'on ne puisse pas vous soupçonner d'avoir des a priori positifs pour l'une partie à l'encontre de l'autre. Or, le président Denis Sassou Nguesso a signé des accords de coopération très importants avec le Rwanda et a un lien avec le Rwanda qui est très important et qui est même décrié du côté de la RDC. En fait, les Congolais de Kinshasa voient d'un mauvais œil l'installation progressive du Rwanda du côté de Brazzaville. Donc je pense que ça peut être un élément à partir duquel les Congolais de la RDC ne vont pas considérer cette main tendue comme étant totalement neutre. Donc moi, c'est un peu le bémol que je peux mettre, c'est ça. Bon, maintenant, on peut aussi m'opposer en face. C'est-à-dire que le fait qu'ils connaissent bien le président Kagame peut être aussi un atout. Peut-être un atout pour lui faire passer des messages pour qu'il puisse peut-être s'asseoir sur la table des négociations. Mais bon, moi, je pense que actuellement, le président Kagame n'est pas en état de négocier. Parce qu'il est fort sur le terrain. Et donc, quand on est fort sur le terrain, on n'a pas besoin de négocier. Parce que les négociations diplomatiques, c'est la continuation par des voies politiques pour atteindre des objectifs qu'on n'a pas pu atteindre militairement. Si on peut atteindre des objectifs militaires qu'on s'est fixés sur le terrain militaire, il n'y a aucune raison de venir en discuter encore sur le plan diplomatique. Donc pour l'instant, je vois que tous ceux qui ont intérêt à ce qu'il y ait des négociations diplomatiques, c'est la RDC. Et le Rwanda, pour l'instant, il n'en a pas intérêt. Donc je pense que tout ça, ça ne va que faire perdre du temps à la RDC qui devrait se poser des questions sur comment réorganiser son armée et faire face militairement comme il se doit au Rwanda. Je pense que la médiation du président Sassou pourrait faire quelque chose dans la mesure où, déjà, il faut le rappeler, là, vous l'avez dit, le président Sassou est assez expérimenté, dans ce domaine d'ailleurs, puisqu'il avait déjà conduit un certain nombre de négociations, et d'ailleurs, oui, dans certaines, il avait déjà, pour la Libye, mais pour la Libye, c'est pas tant le problème de du président Sassou, c'est plutôt les accords ont été trouvés, mais entre les belligérants qui refusent de les signer. Mais je rappelle quand même que le président Sassou a déjà remporté des victoires en tant que médiateur assez importantes au sujet de la libération de Nelson Mandela, où quand il prend... mais ça, c'est un peu de l'archéologie. Non, enfin, c'est César qui est à César. Il a un CV long comme le bras. Il faut approfondir. Parce qu'il n'a pas été le seul acteur de cette entreprise-là. C'était pas le seul acteur. Parce qu'il était président quand même en exercice de l'Union africaine et il avait pris le problème à bras le corps, alors même que les négociations tardaient depuis 82. Quand il arrive en 89, il a quand même pris le problème à bras le corps jusqu'à ce que Nelson Mandela ait été il faut dire qu'il y a eu un contexte géopolitique et historique de l'époque plusieurs puissances ont travaillé pour la libération. On peut rappeler aussi des victoires récentes en Centrafrique. Il était le médiateur international qui a permis à ce que la Centrafrique puisse connaître. Chez le voisin, pourquoi il n'arrive pas depuis à trouver, à s'investir véritablement pour il avait déjà fait, attention, en 2020, il y a eu un conflit frontalier entre la RDC et la Zambie. Parce que la RDC soupçonnait des forces zambiennes qui s'installaient carrément en République démocratique du Congo vers le lac Tanganyika.
Et c'était un conflit donc frontalier. Et le président Sassou s'était intervenu alors qu'il était président d'exercice de la conférence. Il faut dire quand même une chose. C'est-à-dire que dans l'interview de France 24, quand on pose la question au président Denis Sassou Nguesso, êtes-vous pour les sanctions contre le Rwanda? Il dit non. Voilà, mais c'est voilà, normal. C'est-à-dire que quel est le moyen de pression objectif et efficace qu'on peut opposer au Rwanda pour négocier? Mais ça peut être une posture de médiateur aussi. Maître, vous l'avez dit, en tant que médiateur, il ne peut pas se prononcer en faveur des sanctions. Non, mais il faut toujours... Non, c'est-à-dire qu'il faut... Même le président... mais quand on veut être médiateur, il faut dire que... Il n'a jamais nommé le Rwanda. Il ne faut ni affirmer... Mais c'est une personne à la fois. Il ne faut ni affirmer, ni infirmer. C'est-à-dire, quand vous voulez être médiateur, quand on vous dit « Êtes-vous pour des sanctions contre le Rwanda ?», vous direz que pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais on verra. Voilà. C'est-à-dire pour quelqu'un qui veut... Parce que quand on veut aller dans une médiation, il faut faire comprendre aux deux parties qu'on est capable de toutes les possibilités pour arriver à un accord. Voilà. Mais vous ne pouvez pas faire... Mais les sanctions n'ont jamais rien résolu. On l'a vu avec la Russie. La Russie, tout le monde a sanctionné. Alors, je pense que ça fait évoluer des positions quand même. Ça fait évoluer des positions. Mais ça n'a jamais résolu le conflit. Oui, mais ça fait évoluer des positions. Ça n'a jamais résolu le conflit. Moi, je pense que la position du président Sassou, on l'a dit tout à l'heure, qu'il est très proche du président Kagame. Il est proche aussi du président Tshisekedi. On a dit, que... Il est un peu plus proche de l'autre, on dirait. Non, pas du tout. Parce que je tiens à vous le rappeler. Elle a fait de la concession des terres agricoles. Mais il y a un paradoxe qui a été mal du côté de l'autre rive. Mais en fait, la République démocratique du Congo, maître, s'il vous plaît, la République démocratique du Congo a signé 3 accords en 2021 de coopération sur l'exploitation des minéraux avec le Rwanda. Alors, je précise concernant le Congo, c'est un pays souverain. Je vais clarifier, maître, s'il vous plaît. Non, mais on n'est pas en train de contester ces accords. La RDC a conclu des accords avec le Rwanda qui ont été suspendus juste là en 2022. Oui, mais c'est pas. En fait, la question n'est pas à ce niveau. Moi, je pense qu'on ne peut pas se limiter sur ça. Oui, en fait, la question, c'est à partir du moment où vous avez des intérêts stratégiques, stratégiques ou des intérêts importants avec un État qui est parti à un conflit, la question qui se pose, c'est est-ce que vous serez suffisamment neutre pour mener une médiation? C'est ça la question qui se pose. Oui. Donc, vous le savez qu'au sein de l'opinion des Congolais de la RDC, les Congolais de la RDC sont très, très méfiants et suspicieux vis-à-vis du Congo, Brazzaville, dans son rôle avec le Rwanda. Donc ça, c'est objectif, ça. Donc est-ce que cet état d'opinion peut permettre au président Denis Sassou Nguesso d'être un médiateur impartial? Moi, je pense que non. C'est-à-dire que puisque quand on veut aller en médiation, il faut que ça soit une personnalité qui soit suffisamment neutre et qui ne soit même pas en général de la sous-région en général, ou qui est de la sous-région mais qui n'est pas impliqué directement. Alors je pense que l'Angola a combattu peut-être aux côtés de la RDC. Hein. L'Angola a combattu côté de la RDC. À l'époque. Oui, à l'époque. Donc ça n'empêche pas de... Non, mais aujourd'hui, l'Angola est complètement désengagé. Oui, moi je pense que le choix que pourrait peut-être porter l'Union africaine sur le président Sassou peut aussi se justifier du fait que le président Sassou est très proche aussi du président Kagame, donc il peut le faire raisonner. Il faut voir les choses en fait des deux côtés. Il faut voir les choses des deux côtés aussi. Et surtout que... Mais Dr Bent, vous, cette proximité ne vous gêne pas en termes... Non, moi je pense que c'est plutôt un atout. Pour moi, en fait, je pense que c'est plutôt un atout de faire pression sur le président Kagame. Puisque si, le président Sassou pourrait aussi se dire, si jamais vous ne voulez pas négocier, trouver une solution de paix durable avec la RDC, moi aussi, de mon côté, je pourrais peut-être, avec la question des terres, etc., qui d'ailleurs, on ne sait pas si c'est des Non, mais c'est pas lié. Non, mais sur la question des terres, ça peut être aussi un argument. Non, sur la question des terres, est-ce qu'aujourd'hui, ça n'a pas un peu refroidi les choses entre Brazzaville et Kinshasa? Est-ce que la confiance... Oui, mais parce qu'il y a un problème. Parce qu'au niveau des opinions publiques en RDC et à Brazzaville, au niveau de l'opinion publique de la RDC, l'opinion publique considère que le régime de Brazzaville est un allié objectif du Rwanda. Voilà, parce que
les accords qui ont été signés. Il y a même, bon, je ne vais pas rentrer dans des rumeurs, il y a même certains qui pensent qu'il y a des accords militaires et un accord militaire secret. Alors, on n'a pas d'infos sur ça. Voilà, mais je n'ai pas d'éléments objectifs. Même sur ces accords, on ne sait même pas si c'est des accords. J'ai bien précisé que c'est des rumeurs. Voilà. Non, mais ou juste d'occupation. Moi, j'ai le verbatim, excusez-moi, du ministre de la coopération internationale, qui est le fils du président Sassou. Il faut rappeler, en termes de transparence, ils disent l'État met des espaces de terre à disposition des sociétés par le mécanisme d'offre. Oui, ça c'est ce qui est officiel. Ne donnez pas de terre aux Rwandais. Je donne la version du gouvernement. Là, cette version, ça sous-entend qu'il s'agit tout simplement de l'occupation du domaine public. Ce qui est normal, mais là, on s'éloigne du débat. C'est-à-dire que administrative. Maintenant, après, le Premier ministre aussi, le Premier ministre qui lui parlait de... Je sais pas s'il parlait de la session ou je crois qu'il avait été interpellé même. Ouais, en tout cas, il n'y a pas de terre. On ne sait pas vraiment s'il s'agit d'une session. Alors, mais la question qui se pose chez les Congolais de Brazzaville, c'est que les officiels ont parlé de la cession des terres, mais ces actes-là ne sont pas rendus publics. C'est-à-dire que ce sont des actes qui ne sont pas publiés dans le journal officiel, mais qui existent, mais qui ne sont pas publiés. D'ailleurs, qui devraient même être adoptés d'abord par le Parlement. Ce qui laisse la voie aux rumeurs, à la vérité. Puisque il y a beaucoup de responsables politiques congolais qui ont demandé au gouvernement de publier ces actes pour mettre fin aux rumeurs, mais ce n'est pas fait. Voilà. Et même le président Denis Sassou Nguesso est arrivé à faire une déclaration en disant qu'il ne va jamais céder des terres du Congo, parce qu'il fallait répondre à ça. Donc la question est à ce niveau. Mais pour revenir à ce dont on disait... Oui, rapidement, en 30 secondes, monsieur. Voilà, pour revenir à ce dont on disait, moi je pense que les négociations aujourd'hui entre le Rwanda et la RDC, je pense qu'à la vérité, ça fait gagner du temps au Rwanda. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des pourparlers, ça permet au Rwanda et au M23 d'avancer sur le terrain. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça. En même temps, il n'y a pas de choix, puisque militairement, la RDC n'a pas de solution. Ce qui veut dire que pour le gouvernement de Kinshasa, la priorité à la vérité, parce que le gouvernement a fait de son mieux sur le plan diplomatique. Et là où le gouvernement de Kinshasa doit redoubler d'efforts, c'est de moderniser son armée. Voilà, parce que la diplomatie, à la vérité, ça prend du temps. Ça ne va pas résoudre le problème du terrain. Donc je pense que plus on est fort sur le terrain, plus on va être fort sur le plan diplomatique. Donc le Rwanda et le M23 vont continuer à avancer, parce que diplomatiquement, ils n'ont rien à attendre, parce qu'il n'y a pas de raison de négocier. Je rappelle que 2 milliards de dollars ont été engloutis pour la modernisation de l'armée. On ne sait pas où est parti cet argent. Et surtout, en un mot, moi je pense que la solution serait peut-être de mettre en place une loi martiale. C'est-à-dire que temporairement, on va mettre en place un gouvernement militaire. Mais il y a eu un appel au sursaut. Donc vous appelez un coup d'État militaire? Ça ne sera pas un coup d'État, une loi martiale. C'est-à-dire le chef d'État décrète une loi martiale. C'est-à-dire le chef d'État-major. C'est un gouvernement d'union nationale, du coup? Non, un gouvernement militaire, carrément. C'est comme l'état de siège, mais ce n'est pas pareil, puisque l'état de siège reste encore sous le contrôle du président qui est civil. Mais là, pour le coup, c'est le chef d'état-major qui va prendre les rênes du pouvoir pendant un temps, et on met en place un gouvernement composé que de militaires, au moins de 10 personnes, pour des raisons d'efficacité. Ça, il faut une consultation politique. Messieurs, merci pour vos propositions, merci pour vos analyses, merci à Romain Cléco de Main à la réalisation. Portez-vous bien, bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.